Hop, 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 hop. Donc, j'espère qu'il y a du monde. Je vais voir s'il y a, ouais, il commence à y avoir un peu de monde. Donc, je sais pas, on va attendre 1 minute, le temps de peut-être qu'il y ait des gens pour qu'ils puissent se connecter. Et après, on va faire une petite introduction en fait. Donc là, j'attends un peu. Donc là, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont connectées. Et voilà. Donc dans 30 secondes, on va essayer de. On y va. Ah, hop, 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 hop. Ok, bon, je pense qu'on peut commencer. Bah, écoute, bah, pour tous ceux qui nous rejoignent, donc du coup, bah, bienvenue chez Africa Innovation Center. Aujourd'hui, donc, on a un panel pour parler de la bonne gouvernance avec Monsieur Tarek Bah. Et voilà, donc du coup, Africa Innovation Center est là pour le partage de connaissances, pour inspirer. Et voilà, donc, et puis on est plus dans le domaine de l'innovation. Mais aujourd'hui, on tenait à cœur de recevoir vraiment M. Bah qui va nous parler de la bonne gouvernance en Mauritanie. Donc sans plus tarder, je vais demander à M. Bah de parler de lui. Et donc, et en même temps, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue, Tarek. Bonjour Amadou, bonjour tout le monde. Merci. Bon, tout d'abord, je vous remercie par rapport à ce panel et cette initiative afin de pouvoir parler de l'économie mauritanienne et puis dans plusieurs domaines, surtout la bonne gouvernance, l'innovation, etc. J'en suis très ravi. Donc voilà, je suis de nationalité mauritanienne, j'ai 32 ans, marié et père d'un enfant, titulaire d'un postgraduate diploma en comptabilité et finance internationale, major en risque et investissement de l'université de Salford à Manchester en Angleterre, et une certification également en politique et économie de l'énergie à l'international. Un cursus professionnel que j'ai acquis sur le long de 12 années dans 4 secteurs différents, télémarketing, minier, bancaire et administration gouvernementale. Je parle 4 langues, dont le Darija, qui est le dialecte marocain, le Hassaniya, qui est le dialecte mauritanien et ma langue maternelle, le français et l'anglais. Donc voilà pour ma petite personne. D'accord. Bah, merci Tarek pour cette introduction. En tout cas, tu as un parcours qui est très, très, très intéressant. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a invité. Et on espère en profiter aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est que, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce qu'est la Mauritanie, sa position, sa population, son économie, s'il te plaît? Excusez-moi. Donc, la Mauritanie est un pays africain qui, sa position géographique se trouve entre le Maroc au nord et le Sénégal au sud, qui a à peu près 62 ans d'existence, car elle fut son indépendance a été du 28 novembre 1960 et de la colonisation française, bien sûr. Et la Mauritanie est un pays désertique, à majorité, en tout cas à 90%, avec une grande superficie au-delà de 1 million de kilomètres au carré. Sa population est aux environs de 4 millions d'habitants. Ainsi, nous avons 5 ethnies, les Bédanes, les Haratines, les Peuls, les Soninké et Wolof. Donc, par conséquent, nous avons 4 dialectes respectifs, qui est le Hassaniya, le Pulaar, le Soninké et le Wolof. Donc, la langue officielle du pays est l'arabe et la langue administrative est le français. Donc, le PIB de la Mauritanie tourne aux alentours de 7,4 milliards de dollars. L'économie, bien sûr, se constitue en tout premièrement
le secteur primaire qui est l'élevage, qui représente 10 à 12% du PIB, l'agriculture et la pêche artisanale, qui représentent à peu près 5% du PIB. Le secteur secondaire, qui est plutôt les industries, comme vous le savez. Donc, nous avons tout ce qui est industrie minière, électricité, BTP, etc. Cela représente 25% du PIB. Et le secteur tertiaire, administration, commerce, transport, télécommunications, etc., cela représente 40 à 42% du PIB. Des PIB. D'accord, ok. En tout cas, donc là, on a une introduction un petit peu qui couvre tous les aspects de la Mauritanie. Et puis, ça ne va pas être ça forcément le sujet d'aujourd'hui, mais ça permet à certaines personnes d'avoir quelques chiffres. Et merci pour cela. Donc, ma prochaine question, ça va être, donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet pour parler de la bonne gouvernance. Donc, c'est quelque chose de très important, notamment dans les pays africains, et en l'occurrence la Mauritanie. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner une définition de qu'est-ce qu'est la bonne gouvernance? Bien, donc la bonne gouvernance, la définition que tout le monde connaît, bien sûr, serait l'ensemble des processus et pratiques dont le gouvernement met en exergue pour gérer les ressources nationales, économiques et sociales destinées au développement. Donc, ainsi, une bonne gouvernance, si je peux dire, se définit par la qualité de la responsabilisation et de la gestion entreprise par les services publics afin de permettre à la population un environnement adéquat et équitable. Donc, c'est comme dans les entreprises, la bonne gouvernance dans une entreprise dépend des pratiques qui est mis en exergue par le management. Donc, maintenant, pour un pays, c'est à plus grande échelle avec plusieurs autres facteurs et éléments, bien sûr. D'accord, ok. Donc après, donc du coup, je pense qu'à la fin de ce panel, on verra en fait où est-ce que se situe en fait la Mauritanie en termes de bonne gouvernance. Et c'est ce qui va nous amener en fait au sujet de ton projet ou du projet que tu as fait, qui est la gouvernance, en fait une bonne gouvernance pour un écosystème rentable en Mauritanie. Et donc là maintenant, je vais te demander de nous expliquer c'est quoi ce projet et voilà, en quoi consiste exactement ta proposition. Donc, en tout premier lieu, il faudrait déjà souligner que le GER, qui est une gouvernance efficace et efficiente pour un écosystème rentable, c'est un projet de proposition d'une initiative personnelle que j'ai décidé de faire par rapport à la situation actuelle de la Mauritanie. C'est-à-dire, il faudrait comprendre déjà que la Mauritanie, depuis un certain temps, surtout depuis 2016, le gouvernement mauritanien, en tout cas l'ancien gouvernement, pas le gouvernement actuel, l'ancien gouvernement, ils ont décidé de mettre en place une stratégie appelée la stratégie de croissance et de prospérité partagée de la Mauritanie. D'accord, oui, l'ASCAP, exactement. Donc, cette stratégie, elle est divisée en 3 piliers majeurs. Donc, et ces piliers, c'est grâce à ces piliers dont le gouvernement, même celui qui est actuel, essaye de le mettre en place parce que c'est une stratégie qui s'étale de 2016 à 2030. Donc, le premier pilier est de promouvoir une croissance forte, durable et inclusive dans un cadre de bonne gouvernance. Il s'agit de créer en fait des conditions de croissance d'économie forte, durable et inclusive à travers des transformations structurelles de l'économie et de la société qui favorisent l'émergence et le renforcement des secteurs créateurs de richesses et d'emplois, capables d'assurer l'inclusion et de répondre à la demande intérieure. Par l'initiative effectivement privée et l'innovation, justement, et d'améliorer les capacités d'exportation du pays et son activité pour les investissements directs étrangers, l'IDE.
Donc, le deuxième pilier stratégique vise à développer le capital humain et l'accès aux services sociaux de base en améliorant à l'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base, ainsi qu'en renforçant la protection sociale. Et enfin, le troisième pilier stratégique, il concerne le renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions, à travers la consolidation de l'état de droit, de la démocratie, la cohésion sociale et l'équité, la sécurité et le respect des droits humains. Afin bien sûr d'avoir une efficacité de la gestion économique, financière et environnementale, et bien sûr l'approfondissement de la décentralisation au sein de la nation. D'accord. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien, donc ça, c'est une orientation aujourd'hui qui est à l'initiative en fait du gouvernement, qui est un programme qui a débuté de 2016 et donc jusqu'à horizon 2030. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les politiques gouvernementales donc s'attellent à ce travail-là. Et donc toi, d'où t'es venue en fait l'idée d'apporter une contribution que tu as nommée en fait le GEER, donc qu'on va essayer de parcourir tout à l'heure. Et donc du coup, ma prochaine question, c'est voilà, dans ton projet, donc tu as fait une analyse en fait de trois pays par rapport à la Mauritanie. Donc je voulais savoir pourquoi tu as choisi ces trois pays-là et voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail voilà, ce choix et voilà. Déjà, en fait, par rapport à ces trois pays, il faudrait voir une chose très importante. C'est celle excusez-moi, pour mettre le GER en place, il fallait que je me base sur un indice très important qui est l'indice de liberté économique. Donc, j'ai basé mon projet sur ce qui est publié par le Heritage Foundation, qui est le Index of Economic Freedom de tous les pays du monde, concernant 4 facteurs très importants. C'est le SL, comment on appelle ça? L'index. Le index, oui, c'est plutôt en anglais, c'est l'Index of Freedom qui est l'indice de liberté économique. Et donc, ces 4 facteurs, c'est l'état de droit, la taille du gouvernement, l'efficacité réglementaire et l'ouverture au marché, aussi appelée communément open market. Donc, l'état de droit, comme vous le savez, c'est le droit de propriété, l'efficacité judiciaire, l'intégrité du gouvernement, la taille gouvernementale, c'est ce qui concerne le fardeau fiscal, dépenses gouvernementales, santé financière. Et pour les efficacités réglementaires, c'est bien sûr les 3 libertés connues d'entreprise, de travail et monétaire. Et le open market, qui est très important d'ailleurs, c'est la liberté commerciale, d'investissement et financière. Donc, basé sur ces 4 facteurs, j'ai pris bien sûr notre voisin, qui est toujours un modèle comparateur, qui est le Sénégal, notre voisin du Sud. Et également, j'ai pris 2 autres pays qui font bien sûr pas partie de l'Afrique de l'Ouest, mais qui font partie de l'Afrique australe. J'en suis bien conscient. Sauf que, en fait, je les ai pris parce que le Sénégal, tout premièrement, c'est dû à son plan stratégique de diversification en termes des recours aux investissements au PPPP. C'est ça. C'est-à-dire partenariat public-privé. Voilà. Et le Botswana, c'est par rapport à sa diversification, son plan de diversification dans la sécurisation des investissements et de créer un véritable marché financier dans la zone. Et aussi grâce à sa bourse qu'elle a créée, bien sûr, grâce à ses exploitations de diamants, qui est bien sûr très important pour le pays. Et Mauritius, qui est l'île Maurice, c'est surtout par rapport à son système bancaire
et de son système offshore qui est reconnu dans la région africaine. D'accord, ok. Et après, par contre, juste une remarque, en termes de population, donc ces trois pays quand même, au niveau population, sont complètement différents. Après, tout à fait. Est-ce que ça a un rapport avec l'économie ou pas? Oui et non. Par rapport au Sénégal, comme vous le savez, le Sénégal a une population de plus de 16 millions de personnes. Donc, effectivement, c'est une population qui est assez importante et qui est très élevée et qui est justement, malheureusement, a un seuil de pauvreté aussi qui est élevé, qui est plus de 30% de la population. Cependant, le Sénégal a un secteur tertiaire qui est très, très, très développé, celui des services, et aussi il héberge beaucoup d'entreprises étrangères et qui est très propice aux investissements étrangers dû à sa politique étrangère et aussi à son climat des affaires. Donc, la population est certes pas comparable à celle de la Mauritanie, mais comme c'est notre voisin, nous ne pouvons pas comparer notre pays avec le Maroc, parce que ce n'est pas dans le même streaming, mais plutôt avec le Sénégal, car nous partageons déjà une histoire avec le Sénégal et aussi nous avons aussi des partenariats commerciaux avec le Sénégal. Exactement. Maintenant, pour le Botswana, c'est une population qui avoisine les 2 à 3 millions de personnes. Ouais. Mais pourquoi j'ai choisi le Botswana, c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi c'est par rapport à son état de droit, parce que son état de droit est connu dans la transparence, effectivement, mais aussi c'est un pays qui est reconnu mondialement, qui est l'un des pays les moins corrompus de l'Afrique. Et donc, dans mon projet de GER, je parle de la lutte contre la corruption parce que le Botswana est un modèle qu'il faudrait suivre. En termes de transparence, d'accord. Tout à fait. Et pour l'île Maurice, c'est vrai que c'est un pays qui est très lointain, une population qui est aussi pas très nombreuse, mais c'est un pays qui a préféré perfectionner son système bancaire grâce à la sécurisation des actifs offshore. Et donc, c'est une chose qui est, je pense, peut-être pas faisable tout de suite pour la Mauritanie, mais dans l'avenir, c'est bien possible. C'est quelque chose oui, d'ailleurs, en fait, tu parles plus loin dans ton projet de la création d'une bourse de valeurs mobilières en Mauritanie. Donc, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, dans la suite, on va essayer d'approfondir un petit peu en fait, le cadre de ta proposition pour essayer de voir comment, effectivement, en fait, concrètement, cela se traduit en Mauritanie. Et après, par la suite, on aura peut-être d'autres questions beaucoup plus contextuelles. Donc, voilà. Maintenant, je te laisse entrer dans le cadre. Donc, peux-tu nous expliquer, en fait, le cadre GER et notamment, en fait, nous parler, en fait, des 4 piliers de manière beaucoup plus claire et, voilà, et les contextualiser vraiment par rapport à la Mauritanie. D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le cadre GER, comme je l'ai dit avant et que vous l'avez bien expliqué, c'est une proposition d'idée qui pourrait suivre la stratégie globale du pays entreprise par le gouvernement. Et comme vous avez pu le voir du tableau concernant l'indice de liberté économique entre la Mauritanie et les 3 autres pays, nous avons un mauvais score en termes d'efficacité réglementaire, état de droit, c'est en tout premier, c'est l'état de droit, bien sûr, l'efficacité réglementaire et l'ouverture au marché qui est l'open market. Ces 3 facteurs, malheureusement, nous avons une mauvaise note. Et ce score est défini dû à plusieurs éléments, bien sûr, et principalement dû à en fait une gouvernance qui n'est pas très bien marquée par le respect des pratiques et des procédures, et également aussi du manquement de l'implication et de la synergie avec le secteur privé. Donc, c'est pour ça que pour l'état de droit, l'idée que j'ai proposée,
il s'agit de trois éléments. La compétence technique et managériale, je pense que nous sommes tous d'accord que l'état de droit ne peut pas se baser sans la compétence des personnes, des agents de l'administration, sur tous les plans, bien sûr, techniques et managériaux. Et ainsi, donc, s'il y a une véritable intégrité et la rigueur dans l'activité professionnelle, on pourrait augmenter notre score sur ce panel. Et la deuxième condition, il s'agit de l'indépendance judiciaire, qui est très primordiale. Aucun pays ne peut se prétendre être transparent sans avoir une assise dans une indépendance judiciaire qui est complètement, et des juridictions compétentes pouvant exercer en fait leurs fonctions sans l'interférence d'intégrité politique, etc. Donc, et c'est pour ça que je propose en fait un aspect de modernisation du système juridique. Je veux juste en fait notifier pour les personnes qui nous regardent, je ne suis pas un expert du droit, sauf que en fait, il faudrait en fait moderniser tout simplement le système juridique de la Mauritanie afin qu'il soit en symbiose et en synergie avec les autres départements et qu'il ait une meilleure altercation avec les autres juridictions. Également, la troisième condition, c'est une participation globale et complète des citoyens. Donc, en fait, cette initiative, c'est que le gouvernement et la population vont travailler en symbiose pour justement régler ou combler les déficiences remarquées dans certains secteurs ou dans certaines administrations. Donc, il y a un feedback en fait de la part des citoyens par rapport à la mauvaise gestion d'une certaine administration, afin que le gouvernement puisse agir de manière efficiente et adéquate pour ces problèmes. D'accord, ok. Donc, parfait. Donc, ça, c'était donc l'aspect c'est l'aspect réglementaire, c'est ça? Oui, non, excusez-moi, ça, c'est pour l'état de droit. L'état de droit, d'accord. Oui, c'est pour l'état de droit. C'est pour améliorer, en fait, le score de l'état de droit. Voilà, donc en fait, donc ça veut dire qu'en fait, un État qui est, en tout cas, qui est garant et qui permet de respecter notamment en fait les engagements de chacun et aussi qui doit être aussi impartial. Tout à fait. Ok, donc du coup, donc je pense qu'il y avait 4 éléments dans le cadre. Est-ce qu'on peut essayer de les parcourir très rapidement et par exemple, l'efficacité réglementaire, ça veut dire quoi exactement? Et cela se traduit comment? Et après, bon, je voudrais peut-être, en fait, peut-être pour essayer de mettre ça en corrélation par rapport à aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, tu peux nous donner des exemples pour voir voilà, certains aspects où ton cadre pourrait être appliqué notamment? Il y a des manquements où on pourrait appliquer, par exemple, ton cadre. Oui, pour l'efficacité réglementaire, c'est en fait les cadres réglementaires qui sont mis en place par le gouvernement pour permettre une efficience de l'administration et aussi un accès ouvert à l'information. Donc, justement, pour cela, il faudrait en fait accentuer sur le open information, c'est-à-dire de permettre l'accès aux informations cruciaux des rapports financiers, que ce soit du secteur privé ou bien du secteur public, pour les investisseurs étrangers qui ne sont pas ici et qui puissent avoir des données qui sont précises et bien sûr transparentes. Et également, j'ai introduit rapidement, par exemple, une des insuffisances qui est remarquée par plusieurs entreprises, c'est que vous savez, le IFRS, qui sont les normes internationales
des rapports financiers, les compagnies multinationales qui opèrent à l'étranger doivent respecter ces normes. Mais arrivés ici en Mauritanie, ils font face à deux choses, à celui du plan comptable mauritanien et également à leur rapport. Et donc, ce qui fait que des fois, il y a des inconsistances dans les rapports. Et pour ce qui est le plan mauritanien, malheureusement, il est très ancien. C'est depuis les années 90. Donc, il faudrait le moderniser, par exemple. Aussi, par rapport à l'efficacité réglementaire, il y a un élément qui est très important, c'est l'innovation technologique. Dont les fintech et qui ont été introduites en Mauritanie. D'ailleurs, et qui ont donc, fait... Les fintech, en fait, c'est des... Voilà, en fait, ça va dire, on colle la finance technique. Ça veut dire c'est des sociétés financières, mais qui sont beaucoup... Enfin, qui ressemblent à des banques, mais ce n'est pas des banques. C'est ça. Exact, tout à fait. Donc, en 2019, le FMI, en fait, il a signalé à la Mauritanie qui ne comptait que 15% de la population est titulaire de comptes bancaires. C'est ça. Et donc, lors de la malheureuse pandémie du Covid-19, un nouveau phénomène s'est produit en Mauritanie et qui a changé la perception de la population. Et l'une de ce phénomène est appelée Bankili, parce que c'est une solution qui a été introduite par une banque locale appelée BPM, la Banque populaire de Mauritanie. Et donc, Bankili est c'est un instrument financier appelé Mobile Money. Ce service a fait bondir le taux d'environ 20% de 2019 à 30% en 2021. Donc il faut dire, oui, absolument. Et aussi, il faut tenir en compte que environ 400 000 comptes sont gérés par l'ensemble des banques commerciales qui sont répertoriées par la Banque centrale de Mauritanie, sachant que nous avons 18 banques commerciales ici sur le pays. 18 banques commerciales, d'accord. Donc le Bankili est devenu un instrument qui est très vital pour la population parce que grâce à Bankili, nous pouvons payer nos factures d'électricité, nos factures d'eau, nos factures d'Internet. Et également, nous pouvons, tout dernièrement, le ministère des Finances a fait une introduction qui est très, très intéressante, qui est celle de payer les taxes, pas toutes les taxes, mais payer une des taxes, la taxe appelée la vignette, qui est une taxe imposée aux propriétaires d'automobiles. Voilà, donc justement, on peut la payer via Bankili, chose qui n'existe pas. Donc aussi, une autre innovation a été introduite similaire à Bankili, mais propre à une autre banque qui est un géant ici en Mauritanie, qui est BMCI, la banque de Mauritanie du commerce et de l'industrie, appelée Massalvi. Donc, ce sont les deux leaders actuellement de ce secteur parce que, justement, presque toute la population utilise cette nouvelle innovation qui a permis pas mal de choses. Ok, parfait. En fait, donc, du coup, là, effectivement, on parle aussi de la dématérialisation de certains services et aussi de la modernisation de l'administration. Tout à fait. Après, je ne sais pas si on aura l'occasion peut-être d'aller beaucoup plus en détail, mais il me semble que moderniser, en tout cas, moderniser l'administration, c'est quelque chose qui pourrait favoriser, en fait, notamment le rapprochement entre les citoyens et le gouvernement. Et aussi, peut-être c'est quelque chose aussi qui va nous aider à lutter contre la corruption et à rendre, en tout cas, donner beaucoup plus de transparence. Oui, absolument. Merci de l'avoir mentionné parce que justement, c'est ce que j'allais dire parce que je l'ai bien précisé dans le GER. C'est à travers ce qu'on appelle le e-government. Ce genre de plateforme permet en fait le rapprochement entre la population et les services publics concernés.
Et il est important de souligner que le gouvernement actuel a mis en exergue une de ces plateformes appelée Isataya, qui est une plateforme concernant la société de l'eau, afin de répondre de manière beaucoup plus efficiente à la population en termes de leur doléances. Et je suis sûr que le ministère concerné de la transformation numérique est en train de travailler sur d'autres plateformes qui permettront encore plus ce rapprochement, parce qu'il y a un véritable éveil de la part du gouvernement actuellement, surtout. Il y a une véritable dynamique qui se passe ces dernières semaines pour accélérer et accentuer sur la promotion de la bonne gouvernance, excusez-moi, sur la lutte contre la corruption. Et ce sujet en fait partie. Donc, la lutte contre la corruption, comme vous le savez, malheureusement, justement, ce discours, le discours du président. En fait, je pense que c'est par erreur. On va le mettre après. Donc, désolé, je t'ai perturbé. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je voulais juste spécifier une chose par rapport à la corruption. Comme vous le savez, quand la corruption, elle devient en fait beaucoup plus excessive que la croissance, donc elle devient beaucoup plus chère à l'économie. Et donc, il ne peut pas y avoir de croissance quand la corruption est endémique et institutionnalisée. Donc, c'est pour cela que le gouvernement actuel est en train de travailler à cheval, justement, de mettre tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer et accentuer sur la lutte contre la corruption et de permettre un meilleur rapprochement auprès de la population défavorisée. Ok. D'ailleurs, en fait, à ce propos, je note en fait par rapport à ton article que effectivement, donc à partir de fin 2021, que la lutte contre la corruption maintenant c'est sous tutelle de la présidence. Donc maintenant, il faut espérer que d'ici là, qu'il y ait aussi un rapport en termes de pour savoir exactement quels sont les résultats qui ont été obtenus et effectivement, est-ce que ce énième changement dans la lutte contre la corruption produit des effets ou est-ce que ça va être comme d'habitude Et donc c'est qu'on est vraiment dans la bonne gouvernance et ça c'est des choses positives qu'il faut noter. Tout à fait. Et justement, il serait préférable que le gouvernement, et c'est pour ça que je fais la comparaison avec le Botswana, qui est le parfait exemple. Le Botswana a mis en place cette direction de la DCE, la direction contre la corruption. Elle a des inspecteurs qui justement vont dans toutes les administrations concernées et également elle sensibilise la population par rapport à toutes les formes de corruption. Elle reçoit également les dénonciations qui peuvent être anonymes ou même formelles afin de mieux gérer leur inspection. Et je suis sûr que l'IGE, qui est l'inspection générale d'inspection ici d'État en Mauritanie, va travailler certainement dans ce contexte. D'accord. Bon, là on est à 33 minutes, bientôt 34, donc il va nous rester grosso modo peut-être 10 à 15 minutes. Donc, on va essayer d'avancer. Juste avant, je vais faire un petit aparté par rapport à la corruption concernant la Mauritanie. Après, on sait qu'en tant que Mauritanien, que la corruption est quelque chose d'endémique. C'est même structurel. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir, pour moi, c'est un challenge de la part des autorités d'arriver à des résultats. Maintenant, l'avenir nous le dira. Et après, on leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage dans cette lutte. On est avec eux. Tout à fait. Donc, effectivement, et vous savez, il ne peut pas y avoir de bons résultats si les deux parties ne travaillent pas ensemble. Donc, le gouvernement ne peut pas faire son travail si, bien sûr, la population n'aide pas en retour. Donc, il faudrait que ça soit un feedback mutuel entre les deux parties. Exactement, d'où l'objet de ce panel pour partager ton article. Et donc là maintenant, on va essayer, on va dire dans la dernière partie, on va essayer de parler un petit peu d'entrepreneuriat et après on va essayer de parler un petit peu aussi du projet GTA et après on va essayer de finir avec deux dernières questions rapidement. Donc
L'entrepreneuriat en Mauritanie, où est-ce que ça naît en fait? Est-ce que c'est quelque chose de très connu ou est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des startups? Concrètement, le paysage entrepreneurial en Mauritanie, est-ce que tu en sais quelque chose? Oui, bien sûr. J'en sais quelque chose dans le côté professionnel et j'en sais quelque chose aussi dans le côté personnel. Car dans le côté professionnel, bien sûr, comme je l'ai dit au tout début, j'ai été amené à travailler dans pas mal de secteurs où j'ai rencontré et travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, mauritaniens, bien sûr. Donc, et dans le côté personnel, il s'agit des amis et des membres de la famille qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat en Mauritanie, c'est une chose très courante et les Mauritaniens aiment bien entreprendre en général et aiment bien être, comme on dit, patron de soi-même. Donc, ils aimeraient bien effectivement d'avoir leur propre entreprise afin d'effectuer un service bien précis. Sauf que malheureusement, l'entrepreneuriat en Mauritanie fait face à deux éléments que j'ai pu percevoir. Il s'agit du financement par emprunt ou le financement par action qui est très faible. Donc, dont en anglais le debt and equity financing. Donc, malheureusement, c'est très faible ici en Mauritanie. Ces deux paramètres ne sont possibles que si les banques concernées puissent permettre de donner un prêt au niveau d'une entreprise, sauf si son projet est extrêmement viable ou bien que le risque est assez mitigé. Sachant qu'il faut comprendre aussi les banques de leur côté. Les banques en Mauritanie, le risque est très élevé. Il est très difficile de se projeter d'ici les 15 ans ou les 20 ans à venir en Mauritanie. Donc, le risque est toujours limité à 10 à 15 ans maximum. Donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont très importants et dont l'inaccessibilité à les emprunts qu'il faut pour faire un projet qui est assez viable. Cependant, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Mauritanie et il y a une certaine volonté aussi via les startups d'innovation et grâce à l'aide aussi, justement, il faudrait souligner des autorités gouvernementales qui toujours, presque, si je ne me trompe pas, tous les ans ou bien tous les 2 ans, de faire des challenges en partenariat avec des banques locales, permettant à des jeunes startups qui puissent présenter leur projet et le meilleur projet gagne un certain fonds pour pouvoir démarrer. Mais il y a une vérité qui est sur place. Les startups ou bien les PME qui n'ont, par exemple, pas accès facilement au marché mauritanien ou bien qui ont accès aux octrois des marchés publics, il est très difficile à eux de survivre plus de 2 à 3 ans. Donc, comme on peut partout. Après, oui, tout à fait. Il est véritable que c'est un peu partout, mais quand on le compare avec le Sénégal, où les startups et les levées de fonds, finalement, ont été amenés à plus de 300 millions de dollars et qui sont en tête en liste de l'Afrique de l'Ouest, il y a une véritable question qui doit se poser. Donc, et justement, je pense qu'il faudrait permettre aux startups et aux PME de profiter du marché existant en Mauritanie via les grosses entreprises mauritaniennes qui opèrent déjà en Mauritanie et qui ont un peu le monopole sur tous les secteurs. Donc, et c'est pour ça. Oui, c'est ce que j'allais. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème. En tout cas, il y a une constante de la Mauritanie qui est qu'aujourd'hui, la Mauritanie, en fait, c'est un pays qui se positionne comme étant un pays exportateur plutôt de matières premières. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie de la Mauritanie, on l'a vu au début, il y a beaucoup d'exportations, il y a des grosses entreprises, il y a des gros financements, comme on va le voir tout à l'heure avec le BTA. Effectivement, en fait, et la Mauritanie, elle est dans ce cadre. Alors que si on se projette, ou si la Mauritanie se projette, par exemple, avec une population qui va être à 6 millions, on a dit en fait en 2030, on voit bien en fait qu'il y aura beaucoup plus de jeunesse et que tous ces jeunes-là en fait ne pourront pas travailler dans l'administration. Donc ça veut dire c'est peut-être pour ça il faudra peut-être mettre en place des politiques pour permettre en fait de créer d'autres secteurs et en tout cas de déplacer ou de permettre aux jeunes de pouvoir travailler dans d'autres endroits.
Et ça, aujourd'hui, après, je ne sais pas, tu me diras, est-ce que c'est quelque chose qui est connu ou est-ce qu'il y a des politiques pour ça ou c'est vu. Oui, oui, au fait, les politiques en ce moment, en tout cas, certaines autorités et aussi des privés, ont décidé de justement créer des incubateurs pour justement former certains jeunes entrepreneurs, de consolider en fait leurs connaissances en termes de gestion d'entreprise, de management et finances. Parce que la plupart des jeunes entrepreneurs en Mauritanie viennent vouloir entreprendre, mais ils n'ont pas les connaissances requises pour bien gestionner leur business. Donc, ça déjà d'une part. Et d'autre part, la demande du marché. Parce que il faudrait viser, en fait, il faudrait être un peu audacieux. Il faudrait viser un peu aussi sur le marché qui est juste à côté, qui est très, très, très intéressant, qui est le marché de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que, si je ne me trompe pas, le gouvernement actuellement est en train de réfléchir d'aller, de rentrer dans le marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc, justement, c'est une aubaine pour ces PME et ces jeunes startups de créer une valeur ajoutée qui pourrait être utilisée dans ce nouveau secteur. Okay. D'autant que la Mauritanie a une position vraiment bien, très, très, très stratégique et qu'on a beaucoup d'atouts, en fait. Ouais. OK. Ouais, malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'approfondir, d'aller en détail sur certaines choses. Bon, on va clôturer le parenthèse de l'entrepreneuriat et on va essayer d'attaquer les deux grands sujets qui nous restent. C'est notamment, en fait, en 2023, pardon, la Mauritanie, en fait, va devenir pays producteur de gaz, notamment, et grâce au projet GTA. Est-ce que tu connais ce projet-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Et quel sera l'impact de ce projet sur l'économie du pays et la bonne gouvernance dans ce cas-ci? Comment est-ce que tu la vois? Donc, 2023, c'est tout proche. Donc, c'est dans quelques mois. Et oui, effectivement, le projet GTA, qui est Grand Tortue Ahmeyim, c'est un projet unique en son genre entre deux pays, Mauritanie et Sénégal. Bien sûr gestionné par la grosse entreprise britannique BP, British Petroleum, avec 62% d'actionnariat et 30% d'actionnariat pour Cosmos, et 10% de participation pour le côté mauritanien qui est sous l'entité publique appelée SMH, Société Mauritanienne des Hydrocarbures, et 10% à part égale avec le Sénégal pour Petrosen, qui est également l'entreprise confrère comme la SMH. Donc, ce GTA, le gaz qui va découler de ce projet prometteur, est très intéressant et pour la Mauritanie pour plusieurs éléments. Déjà, premièrement, le profit du gaz est estimé annuellement à 120 millions de dollars pour la phase 1, 250 millions de dollars pour la phase 2 et estimé aussi également à 600 millions de dollars pour la phase 3, parce que le GTA est divisé en plusieurs phases durant sa production. Donc, les impôts et les redevances sont estimés à 50 millions de dollars annuellement pour la phase 1, qui produira 2,5 millions de tonnes de gaz liquéfié naturel. Et pour les autres phases, les marchés de travaux ne sont pas encore attribués afin de calculer les retenues à la source, qui constituent la part la plus importante de cette rubrique. Donc, le local content, par contre, qui est très intéressant, est de 60 millions de dollars pour la phase 1. Les contributions des autres phases seront inférieures car la phase 1 supportera le gros de l'investissement. Pour la phase 2, on produira à peu près 2,5 millions de tonnes également comme la phase 1 annuellement. Le local content sera estimé à 40 millions de dollars, 40 millions. La phase 3 est estimée à 5 millions de tonnes. Donc, et aussi, cela peut-être sera divisé en plusieurs phases, elle aussi.
Et donc, le local content de la phase 3 sera estimé qu'il découlera un montant de 80 millions de dollars. Donc, justement, comme vous le voyez, c'est très intéressant. Nous avons des chiffres et ces chiffres-là, c'est pour la Mauritanie seulement, bien sûr. Et donc, comme je vous ai dit, c'est à part égale avec le Sénégal. Donc, concernant l'impact, le budget de l'État, il en profitera éventuellement via l'additionnel, le fiscal et le local content qui est très important, qui permettra l'emploi, les salaires et également les impôts sur les salaires qui sont retenus et des entreprises éventuellement. Une augmentation des recettes en devises via l'exploitation. Ainsi, cela impactera sur la balance des paiements. Et il se pourrait aussi qu'une certaine quantité sera mise à disposition pour le pays pour une exploitation directe et pour le profit, par exemple, d'une centrale électrique. Donc, c'est encore. Parce qu'avec le gaz, on peut produire en fait de l'électricité avec le gaz. Mais oui. En fait, juste pour rajouter quelque chose, c'est par rapport, par exemple, au Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, il y a tout un comité qui a été mis en place et très tôt, ils ont commencé à réfléchir comment en fait arriver à profiter des retombées en fait du gaz, avec notamment tout ce qui est local content et politique de taxes, etc. Est-ce que c'est le cas en Mauritanie ou est-ce que voilà, tu es au courant de ça ou... Donc, par rapport à cela, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très au courant par rapport à ça, mais je pense qu'en fait, il y a une initiative quand même qui concerne les débouchés de l'impact, que ce soit financier ou social et économique du GTA en Mauritanie. Et n'oublions pas que la SMH, qui est justement la société qui participe du côté mauritanien, aura un rôle très important dans ce projet pour la Mauritanie. Et donc, la Mauritanie, de son côté, les acteurs économiques concernés du secteur privé ont préparé déjà certaines spécialisations ou bien les demandes spécifiques de BP pour participer dans ce projet. Donc oui, il y a une initiative, il y a une prise de conscience de la part de la Mauritanie, mais est-ce que c'est de manière officielle? Je ne peux mais d'ailleurs, il y a un fonds commun, et je pense qu'il y a un fonds d'investissement commun entre la Mauritanie et le Sénégal sur ce projet-là. Ils ont décidé de mettre en commun, en fait. Oui. Je pense. Et bon, après, maintenant, bon, tout ça pour revenir à notre sujet, c'est maintenant, effectivement, sur des projets comme ça où, effectivement, il y a beaucoup d'argent, forcément, voilà, c'est là où la bonne gouvernance et la capacité de l'État, en tout cas, à profiter des demandes financières est quelque chose de très intéressant, de très important même. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de transparence quand même, j'imagine, pour que les choses se déroulent correctement. Voilà, pour répondre à cette question, justement, j'y allais venir, c'est justement revenir à ce qu'on disait au début, c'est que les autorités concernées ont commencé à accentuer, à accélérer la promotion de la bonne gouvernance afin de préparer le terrain pour GTA. Peut-être que cela se fera de manière, peut-être pas justement avant, mais certainement entre-temps. Donc, peut-être tout au long de la production, il y aura peut-être une amélioration, peut-être qu'on apercevra une certaine amélioration de conditions de bonne gouvernance via la transparence, via une augmentation du local content auprès des entrepreneurs mauritaniens, de l'emploi, etc. Mais il faut comprendre aussi que la Mauritanie est un pays jeune qui a commencé il n'y a pas longtemps, et aussi que le développement économique a été freiné dû à ces facteurs dont on parlait, la corruption, etc. Donc, justement, je suis sûr que les autorités, les acteurs privés essayent de leur côté pour régler ce conflit, mais espérons tout simplement que d'ici les 5 ans à venir, les choses seront... Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça, c'est des choses à suivre
En tout cas, en fait, on sera là pour suivre ce qui se passe et j'espère qu'on aura l'occasion en fait de se revoir pour effectivement constater des avancées dans ce domaine. Et donc, du coup, on va essayer de poursuivre pour essayer de terminer rapidement avant qu'on dépasse l'heure. Donc, voilà, on comprend que la Mauritanie, en fait, est un réservoir. Donc, le GTA, c'est quelque chose de très important pour le pays. Le pays, en fait, a aussi d'autres ressources, comme par exemple l'hydrogène, que je sais qui est en train d'être exploité, le côté vers Nouadhibou, Zouérate. Et je sais qu'il y a des sociétés qui sont très impliquées dedans. C'est peut-être aussi demain de nouvelles sources. Donc, c'est pour ça, le projet que tu proposes est très intéressant et c'est important qu'on sache bien gérer les ressources du pays. Et donc maintenant, ma question, c'est que la Mauritanie dispose du fer, de l'or, du cuivre, de l'uranium, et on est d'accord, c'est un pays qui exporte depuis qu'elle est indépendante. Et depuis qu'elle est indépendante. Maintenant, comment expliquer que les ressources dont dispose la Mauritanie soient mal exploitées depuis presque 60 ans? Et est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie est un pays pauvre ou pas? Oui, donc pour répondre à vos questions, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui se... Désolé. Donc, non, il y a pas de... Donc en fait, pour répondre tout simplement, c'est que la Mauritanie, est-ce que la Mauritanie est pauvre? C'est une question en fait qu'il faut la voir d'une autre dimension. La Mauritanie a des richesses qui sont probantes, mais non approfondies. D'accord? Donc, la Mauritanie est pauvre non en richesse de ressources naturelles ou bien des ressources minières ou des ressources des hydrocarbures ou bien sûr de l'énergie renouvelable qui a été introduite tout dernièrement. Mais elle est pauvre malheureusement, ou elle manque d'insuffisance dans deux éléments, dans celui du capital humain et de celui du développement économique. Donc, il est vrai, c'est une réalité. Sauf que maintenant, c'est pour ça que la stratégie du SCAP a été mise en place en 2016, allongée jusqu'à 2030, pour améliorer ces conditions-là, pour avoir déjà un développement économique durable et aussi pour améliorer le capital humain. On peut l'améliorer que en répondant l'une des thématiques qui est très importante, dont le Sénégal a commencé à le faire depuis quelques années, c'était l'éducation. L'éducation est le fondement de toute nation. Donc, quand nous avons une population qui est éduquée et qui répond au marché demandeur, là, vous créez une valeur ajoutée. Ou bien si nous avons une population qui ne répond pas à la demande du marché, dont justement nous avons plus de 50% d'analphabétisation, excusez-moi, des adultes ici en Mauritanie, c'est un chiffre énorme. Mais il est temps de rediriger cette jeunesse et cette main-d'œuvre vers des secteurs qui seront plus productifs, dont justement la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement l'année dernière, c'est celui d'accentuer sur les investissements dans l'agriculture, dans l'élevage, et de créer des industries productives et en fait de shifter, de transformer cette main-d'œuvre vers des spécialités dont l'économie mauritanienne aura besoin et aussi avoir un capital humain qui serait intéressant en fait. Donc justement, espérons que le débouché de ce GTA et des énergies renouvelables à venir pourront permettre justement à améliorer l'éducation en Mauritanie et aussi à former de plus en plus la jeunesse mauritanienne, qui d'ailleurs, la population mauritanienne est une population très jeune, sa jeunesse représente plus de 70% de la population. Donc, aider cette jeunesse à trouver une place dans ce marché qui est demandeur. Donc, c'est pour ça que la Mauritanie, elle est très positionnée stratégiquement, comme vous l'avez bien dit, par rapport aux énergies, et surtout que en ce moment, la situation de crise qui se passe malheureusement en Europe d'Ukraine-Russie a changé la donne pour le monde entier. Donc, ce qui fait que l'Europe va s'approvisionner de l'Afrique en termes des hydrocarbures et des énergies renouvelables.
Mais il faudrait comprendre que les énergies renouvelables, ce sont des énergies intermittentes, car le stockage de ces énergies sont très difficiles. Et donc, seuls 3 grands pays dans le monde ont investi très tôt, il y a 10 ans après, dont la France, l'Allemagne et la Chine, dans des technologies de pointe afin de stocker ces énergies-là. Donc, mettre en place ces projets, ils sont très bien, très lucratifs et ils répondent aussi au but mondial de réduire le climat, le degré du climat d'ici 2030 à 2050. Mais il faudrait qu'en fait, la Mauritanie et les autorités mauritaniennes de ne pas défausser de leur responsabilité de la transition énergétique, mais que le choix qui paraît le plus judicieux, c'est qu'aujourd'hui, pour un coût énergétique minimal, serait d'atteindre un mix énergétique équilibré entre renouvelables et hydrocarbures à terme. Parce que nous avons pas le choix. Oui, voilà. Mais je pense qu'en fait, tu as peut-être répondu à ma dernière question, en tout cas, ou l'avant-dernière question, c'était comment la Mauritanie pourrait bénéficier en fait du potentiel des énergies propres. Oui. Je pense que tu as donné partiellement une réponse. Et bon, si j'ai aussi une question de la part de Mohamed Ould El Fodel, donc il demande en fait, quelle est la place du social dans ce modèle de gouvernance proposé. Donc, parce que je voudrais quand même prendre cette question-là. Est-ce que pour toi c'est clair? Tu veux que je la repose? Non, pas très clair. J'aimerais bien que M. Mohamed El Fodel. Quelle est la place du social dans le modèle de gouvernance proposé? La place en fait du social. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas si c'est par rapport à ton projet GER ou est-ce que c'est par rapport au projet ASCAP. Donc, je pense que Mohamed voudrait savoir la place du social, c'est-à-dire, je pense, la place de notre société, des individus. Oui, d'accord. Donc, je comprends. Par rapport à cela, comme je l'ai dit au début, le GER, c'est tout simplement un ajout de certaines idées afin d'améliorer le score de ces 3 facteurs. Donc maintenant, ce n'est pas la globalité qui comprend tous les éléments qu'il faut pour améliorer la stratégie qui est beaucoup plus globale et beaucoup plus spécifique du gouvernement pour le pays. Donc, le social dans la bonne gouvernance, cela va de soi. Il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance. La bonne gouvernance n'est pas spécifique à seulement un élément bien précis, mais pour tout le monde. Donc, justement, dans le SCAP, le social y est présent dans l'un des 3 piliers dont j'ai évoqué au tout début. D'accord. Donc là, il me précise bien que c'est bien par rapport au GGR. Mais après, je ne sais pas si je peux répondre un petit peu par rapport à, en fait, pour toi. Moi, j'ai compris, par exemple, que le GGR, en fait, c'est de la bonne gouvernance, forcément, et l'État est au cœur de ça en tant qu'orchestrateur. Mais forcément, aujourd'hui, l'État, en fait, fait ça pour le social. Maintenant, la question peut-être c'est est-ce que la société est au courant des efforts que fait l'État, ou alors comment en fait aujourd'hui la société mauritanienne peut accompagner en fait les politiques la politique gouvernementale pour atteindre les objectifs fixés, parce que l'État ne peut pas aider forcément si les gens ne comprennent pas. Après, je ne sais pas si c'est ça la question ou c'est ça l'enjeu. Je pense que nous avions parlé de cela il y a quelques minutes. C'est pour ça que la participation de la population et du gouvernement est primordiale. Et il est précis dans le GER, juste brièvement, via cette plateforme électronique. Mais bien sûr, la population mauritanienne, plus de la majorité est pauvre, vivent dans des situations de précarité. Donc, l'accès au système informatique, ce n'est pas une chose qui est viable. Mais d'autres processus qu'actuellement les autorités mauritaniennes sont en train de mettre en place, dont la décentralisation, c'est justement dans des places très recluses ici en Mauritanie, qui sont à l'intérieur de la Mauritanie, entourées malheureusement d'un environnement désertique et inaccessible aux grandes villes. Ces populations pourront
aider le gouvernement à améliorer leurs conditions via le rapprochement de l'administration en place et la population. Donc, c'est pour cela que tout dernièrement, une dynamique a été mise en place et de sensibiliser les administrations concernées dans la région à l'intérieur du pays, d'améliorer leur bureaucratie et d'enlever cette lenteur de réponse aux doléances de la population afin qu'ils puissent répondre à leurs attentes. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a terminé. Donc là, par rapport à le dernier sujet qu'on a abordé, je vais partager une vidéo que j'ai du président de la République. Donc après, on va commenter ensemble pour terminer. Donc, grosso modo, il reste 3-4 minutes. Ok. Donc là, hop. تعاوننا كاملين انه هو اللي ينبغي. انا في ظروف ذنبتها نختار نتموا دائما الصالح به اللي تعاوننا كاملين وذاك الله رجع انه هو اللي ينبغي. هون لا بأس أن أعيد التأكيد على أن بلدنا بلد فقير وإمكانياته وموارده المالية والاقتصادية محدودة جدا والبنية التحتية ناقصة وضعيفة جدا. نختار نعطيكم مثال بسيط. احنا في الأسابيع الماضية هون استوردت المركزية لشراء المواد الغذائية التي أنشأناها مؤخرا في الأشهر الماضية استوردت 100,000 طن من القمح. وصلت منها حتى الآن 75,000 طن. ولين وصلت؟ والله قاعدين وصلت متفاوتة. اجبرنا روسنا ظروف صعبة جدا. بيهدي عندنا صعوبات كبيرة في تعبئتها وعندنا صعوبات كبيرة في تخزينها وعندنا صعوبات كبيرة في نقلها الشرب اللي بنتكيس. به اللي طاقتنا العلاج طاقتنا للمعالجة وللتخزين وللنقل محدودة جدا. فكيف الصقع إذا تعلق الأمر بطاقتنا الإنتاجية اللي نعرفه كاملين وضعيتها. طبيعة الحال أن هذه الوضعية هي نتيجة في المقام الأول لعدم نجاعة سياساتنا العمومية وعدم الاستغلال الأمثل لمواردنا وبل تبذيرها والعبث بها في بعض الأحيان. وطبعا أن اعترافنا بواقعنا هذا لا يعني بأي حال من الأحوال استسلامنا له وقبولنا به بحال كل لحظة. على العكس واقعنا يا الله يعوده هي الواقع المحفز الأساسي للعبور ببلدنا المصاف الدول النامية في الأمد المنظور إن شاء الله. Ok, donc tu as écouté, donc c'est ça que je voulais te partager. Après, je remets juste le contexte. Donc ça s'est passé le 7 avril dernier. Donc le président a convoqué donc il y a eu une rencontre avec les opérateurs économiques. Donc voilà, il y a eu un défilé des opérateurs. Donc c'était très intéressant. Après, moi j'ai trouvé juste qu'il manquait quelque chose qui pour moi qui est très intéressant. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'était le volet, en fait, j'ai pas vu l'innovation numérique ou le volet technologique, en fait, sortir dans tous ces acteurs-là,
qui étaient dans l'élevage, la pêche, même dans l'hydrocarbure, etc. Il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun sur la technologie. Alors que avec en 2022, aujourd'hui, en fait, on est d'accord que en fait, connecter les citoyens et l'administration, cela se fait vraiment, ça se fait par le numérique. Et donc, du coup, est-ce que tu partages le même, est-ce que tu partages ça avec moi? Et sinon, comment on pourrait faire, en tout cas, qu'est-ce qu'on devrait dire à la fin de ce panel pour que l'innovation, en fait, que la technologie puisse prendre une part importante dans la Mauritanie de demain? Et après, éventuellement, tes critiques aussi, j'écoute aussi tes critiques par rapport à ça. Ok. Oui, je vous entends. C'est vrai qu'en fait, dans le discours qui s'est passé du président avec les opérateurs clés économiques ici en Mauritanie, ce sont tous, ou presque tous, des importants acteurs économiques en Mauritanie, puisque ce sont tous des patrons des grands groupes qui ont des branches, voilà, qui ont des branches dans tous les secteurs des holdings, quoi. C'est pratiquement des holdings, dans tous les secteurs de la Mauritanie, dans le secteur économique de la Mauritanie. Et donc, justement, il y a un appel ici qui se fait de la part du gouvernement pour essayer de créer une synergie, qui d'ailleurs, justement, on en a parlé, de créer une synergie entre le gouvernement, le public et le privé. Et donc, mettre en place des partenariats publics-privés à cette envergure pour les défaillances de l'économie mauritanienne afin d'avoir un développement économique durable est la seule clé. On ne peut pas créer, je veux dire, pour les conditions de la Mauritanie. Je ne parle pas des autres pays. Les conditions de la Mauritanie, c'est le seul moyen. C'est via… Renforcer ce partenariat. Tout à fait. Renforcer ce partenariat parce que ça pourra créer des débouchés très importants dans l'emploi et aussi une création de la classe moyenne au niveau de la Mauritanie parce que ça manque. Le problème, il y a une inégalité entre richesse et pauvreté. La classe moyenne n'est pas assez forte en Mauritanie. Et donc, c'est pour cela que ça ne peut être créé que grâce à ça, l'entrepreneuriat et l'emploi. Et justement, des réalisations à grande envergure de PPP en Mauritanie dans des secteurs clés tels que l'agriculture, des industries de production, c'est le seul moyen. Donc, deuxièmement, pour l'innovation technologique, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est vrai que l'innovation technologique est la clé, sachant que c'est via ces innovations que nous pouvons améliorer pas mal de choses, dans la bonne gouvernance, la transparence financière et aussi limiter la bureaucratie et l'administration. Cependant, l'innovation technologique en Mauritanie ne peut pas se faire si nous avons des faibles infrastructures. Donc, c'est pour cela qu'il faut améliorer déjà les infrastructures existantes ou de ramener ou de renforcer les infrastructures existantes pour pouvoir permettre une fluidité de ces plateformes numériques. Parce qu'il y a certaines lacunes ici en Mauritanie en termes des coupures d'électricité ou bien des problèmes de réseau, etc. Et c'est dû à la faiblesse des infrastructures. Justement, il faut qu'il y ait un renforcement de ces infrastructures ou d'améliorer ces infrastructures pour justement parler de mettre en place ou de renforcer les innovations technologiques. Qui d'ailleurs, les banques sont au courant parce que sont en train de, comme je vous l'ai dit, Bankili et Massafi existent déjà, ils sont sur la scène et tout le monde en profite. Mais aussi d'autres banques sont en train de justement mettre en place le mobile money. Et également, il y a un autre secteur dont on n'a pas parlé, le secteur informel, parce que le problème en Mauritanie, c'est qu'il n'y a pas de marché financier et dû à ce secteur informel qui est très présent. D'ailleurs, ouais, si tu peux en parler rapidement du BVMM pour qu'on puisse clôturer, en fait, bon, ta conclusion. Bon, le BVMM, la Bourse des valeurs de Mauritanie, c'est une initiative que la Mauritanie a essayé de faire il y a quelques années, mais malheureusement, ce n'est pas très possible dû à plusieurs éléments.
Et donc, d'une part, dû au privé, d'une part, dû à la faiblesse du secteur bancaire et financier, qui justement, il n'y a pas une véritable symbiose et il y a beaucoup de défaillances à ce niveau-là. Cependant, c'était il y a quelques années. Maintenant, grâce à l'aide du FMI auprès de la Banque centrale et aussi grâce à d'autres acteurs internationaux, parce qu'il faudrait noter que la Mauritanie est très bien notée et en tout cas, elle est très bien aidée par les organisations internationales, dont la Banque mondiale, le FMI, etc. Donc, justement, ils essayent d'aider pour que le système bancaire soit en parfaite synergie via plusieurs instruments tels que la télécompensation, etc., qui va se faire très bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Également aussi la BVMMM, la bourse, si elle se fait, bon, elle paraît fantaisiste, mais si elle se fait, c'est une idée, si elle se fait, cela permettra d'avoir un indice, un véritable indice économique pour la Mauritanie, chose qui est possible. Parce que nous avons une société appelée Ma'aden, qui est l'or artisanal, qui achète l'or brut de ces orpailleurs, qui partent et justement ramènent cet or. Et cet or-là peut être justement produit ici en Mauritanie afin qu'elle soit donnée en garantie pour la Banque centrale. Et donc justement, la bourse pourrait en profiter comme un fonds d'investissement. Et puis, il y a d'autres investissements direct ici de national par les acteurs économiques mauritaniens qui pourront mettre des fonds auprès de cette bourse afin que le gouvernement mauritanien et les acteurs privés ou bien même la population mauritanienne des petites entreprises puissent profiter de ces investissements pour financer leurs projets ou financer d'autres projets à grosse envergure et ouvrir également cette bourse bien sûr pour l'extérieur, pour la région de l'Afrique du Nord et pour la région de l'Afrique. Tout ça sous le contrôle de la BCM. Pardon? Tout ça sous le contrôle de la BCM. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit sous le contrôle sous le contrôle de la Banque centrale de Mauritanie, qui, elle, est la première autorité financière ici en Mauritanie. Donc, justement, il faudrait qu'il soit sous son contrôle, oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, comme on l'a compris par rapport à ce panel, c'est que la Mauritanie est un pays effectivement jeune qui est en train de se construire et qui se construit, et que voilà, en ce moment, il y a des politiques qui sont plutôt qui font encourager, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, au dernier mot pour clôturer, donc la conclusion pour toi par rapport à ce panel, et puis après, on pourra te libérer. Très bien. Donc, tout premièrement, concernant le contexte, comme tout Mauritanien, bien sûr, nous espérons que en fait, grâce aux initiatives gouvernementales et grâce aux initiatives du privé et aussi des Mauritaniens, que d'ici 2030, nous pourrons voir une Mauritanie qui pourrait avoir un indice économique assez intéressant, avoir un marché financier assez intéressant et un développement économique très intéressant qui pourrait au moins égaler par rapport à ses voisins. Et cela ne sort pas de l'impossible, c'est bien possible, si bien sûr il y a une véritable volonté politique et une synergie entre tous les acteurs concernés. Donc, et tout simplement par rapport à le panel, j'ai encore une fois, j'ai apprécié cette opportunité et j'espère que cela aidera en fait à voir plus clair pour des investisseurs de venir en Mauritanie et surtout aider la jeunesse mauritanienne de voir le potentiel de la Mauritanie parce qu'il y a un véritable potentiel en Mauritanie. Comme on dit, là où il y a une crise, il y a toujours une aubaine pour notre partie. Et c'est exactement le cas ici en Mauritanie parce que les deux situations de crise mondiale que nous vivons en ce moment, Covid-19 et la guerre en Russie et Ukraine, a changé parfaitement la donne des gros investisseurs étrangers internationaux, occidentaux et orientaux. Maintenant, ils se dirigent vers l'Afrique. L'Afrique est la destination pour
pour toutes sortes de richesses et pour les investissements. Donc, c'est pour ça que la Mauritanie se positionne très bien comme étant limitrophe à l'océan Atlantique, donc en termes de transport maritime et aussi en termes de transport terrestre, puisqu'elle est entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et le Sahel, comme vous le savez, c'est une situation assez spéciale en ce moment. Donc, je touche du bois, mais la Mauritanie a vraiment de la chance et aussi un avenir prospère devant elle si effectivement la bonne gouvernance, la transparence et aussi l'innovation est mise en place. D'accord. Bah, en tout cas, merci Tarek pour en tout cas cette conclusion qui est parfaite pour moi. Je pense que j'ai pas beaucoup à rajouter malheureusement. Voilà, comme chez Africa Innovation Center, voilà, nous voulons construire et accompagner l'Afrique de demain avec voilà, des profils comme toi qui comprennent les enjeux et qui sont capables de les expliquer clairement. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'approfondir en fait certains sujets. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de te réinviter pour parler d'autres choses beaucoup plus claires, d'autres choses de manière beaucoup plus précise. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'avoir comme panéliste. Et voilà, donc le temps est terminé et je te souhaite un bon fin de Ramadan. Et, merci. Voilà, merci. À bientôt. Et merci à tous qui nous ont suivis. Merci. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.